Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vous présente aujourd'hui une nouvelle invitée. Elle va parler avec nous du vivre ensemble, un thème qui m'est cher, comme vous le savez, puisque c'est celui de mon dernier livre, Le fantôme à lunettes. Elle s'appelle Guénaëlle Perel, elle est psychologue clinicienne et elle est venue nous parler de ce que met en œuvre l'association Plus Fort, dans laquelle elle est impliquée depuis de nombreuses années. C'est une association que j'ai découverte grâce à Guénaëlle et que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui parce que je trouve que ce qui est particulièrement intéressant dans leur approche, c'est qu'ils impliquent vraiment tous les acteurs, aussi bien des thérapeutes que des enseignants, les familles, les enfants. Il y a vraiment un travail intelligent, réfléchi, de coordination qui est pensé avec aussi vraiment un souci pratique. Donc, je laisse Guénaëlle se présenter et puis vous expliquer un petit peu justement comment est née l'association, quelles sont ses priorités, ses grands axes et pourquoi justement c'est important de développer le vivre ensemble dans la société d'aujourd'hui et avec quels moyens, très simples finalement, on peut le faire. À toi, Guénaëlle. Bonjour à tous. Donc effectivement, pourquoi notre association? Donc c'est Sandrine Lamétairie, la directrice de l'association, qui a créé l'association il y a 13 ans maintenant. Quand ses filles sont rentrées en école primaire et qu'elle s'est dit: «J'ai envie d'outiller mes enfants et les autres enfants, à savoir s'affirmer sans violence, à savoir dire non quand quelque chose ne leur convient pas, à se protéger, voilà, des différentes, micro-violences ou plus grosses, violences qu'ils pourraient recevoir dans leur quotidien et d'aider, voilà, tous ces enfants à bien vivre ensemble, à être dans le mieux vivre ensemble, tous ensemble. Et comment on fait ça? Parce que c'est pas forcément inné ou facile de vivre tous ensemble. Et pour le faire, on s'est dit: «Bon, ben, outiller les enfants, c'est important, mais ça va être aussi très, très important d'outiller les professionnels qui sont autour des enfants et tous les adultes qui sont autour des enfants et qui pourront du coup leur transmettre après ces outils-là, pour que tout le monde vive bien ensemble». Voilà, c'est ce que je disais. On voit qu'il y a vraiment une vraie réflexion de votre part. Il ne s'agissait pas juste de répondre à un besoin ponctuel qui serait en plus seulement celui des enfants. Vous avez vraiment pensé à impliquer tout le monde. Et c'est ce que j'ai aimé dans votre approche, c'est qu'il y a vraiment une conscience que si on veut changer les comportements relationnels en particulier, eh ben, ça implique tout le monde, les enfants qui sont les adultes de demain, mais aussi les adultes qui interagissent avec eux et qui sont un petit peu leurs référents en matière de comportement et d'autorité, donc les familles, les enseignants, toutes les personnes qui sont à leur contact au quotidien et qui elles-mêmes, quelquefois, n'ont pas reçu justement cette formation, n'ont pas appris à entrer en relation et doivent faire un petit peu avec les moyens du bord. Donc, je te laisse nous expliquer justement comment vous procédez pour former ces enfants, ces adolescents, puisque vous intervenez aussi en collège, et ces adultes au vivre ensemble et avec quels outils. Bah, par exemple, je vais prendre l'exemple de notre action que l'on fait en école primaire. Donc c'est une action qui est, collective à toute l'école. Donc on forme toute l'école, par exemple, donc on va sur une école, qui est intéressée par ce projet-là et nous avons des temps de formation avec tous les enseignants. Quand on peut, on associe aussi le personnel municipal de cantine à ce temps de formation et on associe la structure sociale qui est proche de l'école. Donc ça peut être un centre social, une association, d'aide aux devoirs, une association de quartier, voilà, une association qui est proche de l'école et qui reçoit les enfants sur le temps hors scolaire. Donc ces professionnels-là sont aussi intégrés au temps de formation. Donc le premier grand axe, c'est le temps de formation des professionnels. Le deuxième axe, c'est l'intervention auprès des élèves dans les classes, avec un classeur et des outils que l'on transmet aux enseignants, dont je reviendrai tout à l'heure dessus. Le troisième point, ce sont des rencontres avec les parents pour leur expliquer ce qui est fait avec leurs enfants à l'école, mais aussi leur transmettre des outils qu'ils pourront faire avec leurs enfants en famille. Et le dernier temps, c'est un temps de retour d'expérience pour les professionnels, pour voir ce qui a été facile pour eux de mettre en place ou pas au sein de leur école, au sein de leur classe, revenir un petit peu sur leurs expériences professionnelles et analyser un petit peu les situations. Le projet se fait sur 2 ans et demi, même puisque sur la troisième année. L'idée, c'est de rendre les équipes et les parents le plus autonomes possible, et les enfants d'ailleurs aussi, le plus autonomes possible. Donc de les accompagner, de leur transmettre des outils, des notions théoriques, mais surtout aussi de leur faire vivre les choses. Donc on est vraiment attaché à ça, au fait que ben, on apprend en faisant. Donc l'idée, c'est de transmettre aux enfants des outils, mais en les ayant expérimentés soi-même en tant que professeur ou en tant que parent ou en tant que travailleur social,
pour après pouvoir mieux les comprendre, mieux les intégrer et les transmettre aux enfants. Et puis l'effet secondaire, si on peut dire, bah, c'est qu'en tant qu'adulte, on travaille soi-même sur ces compétences-là aussi et c'est ça qui est chouette. Et donc, nos outils, ben, ce sont des outils qui permettent de travailler tout ce qui est compétences psychosociales. Donc, ça, c'est un peu un gros mot pour dire ben, toutes les compétences qui nous permettent d'être bien avec nous-mêmes, d'être dans un bien-être général, mais d'être bien aussi avec les autres, d'apprendre à communiquer de façon efficace. De tout le travail autour des émotions, comment je peux repérer mes émotions, les reconnaître chez l'autre, les exprimer, les gérer aussi, pour pas me laisser emporter par mes émotions. Développer mon estime de moi-même, quelle estime de moi j'ai, quelle image j'ai de moi-même, ma confiance en moi, l'amour de moi, bah, tout plein d'exercices et de petits jeux qui permettent de travailler ça. Gérer les conflits de façon non violente, savoir aller chercher de l'aide quand on en a besoin, voilà, donc toutes ces compétences-là. Et pour pouvoir le faire, on utilise des activités très ludiques. Ça peut être du jeu, du dessin, du jeu de rôle. Donc, très important parce qu'on va beaucoup travailler sur la posture aussi. Qu'est-ce que je montre de moi aussi dans mon corps, dans ma posture. Voilà, des petites séquences et puis des outils un peu plus précis, peut-être qu'on verra par la suite. Voilà, on va les découvrir après. Par rapport à ce que tu as dit, je voulais souligner deux choses parce que je trouve que c'est important. D'abord, que tous vos outils naissent du terrain et sont expérimentés sur le terrain avec un retour de ceux qui les pratiquent. Hein. Donc, c'est vraiment pas des outils théoriques qui ont été créés par des gens complètement coupés des réalités de l'école ou des milieux où vous intervenez. Ils sont expérimentés par les formateurs et par les personnes que vous formez, enfin les personnes auprès de qui vous intervenez. Et puis, il y a aussi ce que tu as dit, ce suivi, il dure quand même 2 ans. Et ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus, parce que souvent, quand je me suis intéressée à ce qui se faisait dans le domaine de la prévention ou de la sensibilisation ou de l'éducation à la prévention de la violence, eh bien, il y a des actions ponctuelles, souvent par manque de moyens, hein, parce qu'il n'y a pas moyen de payer des équipes qui interviennent longtemps au même endroit et qui reviennent régulièrement. Et du coup, ben oui, il y a une action de sensibilisation qui marque les enfants et les enseignants le jour J. Et puis après, il n'y a pas vraiment de suivi ou de piqûre de rappel, ce qui fait que très vite, les anciennes pratiques reprennent le dessus. On sait comment ça fonctionne. Hein, on retombe souvent sur les rails de la routine, de ce qu'on a connu. Et pour qu'un nouveau schéma se mette en place, ne serait-ce qu'au niveau neurologique, eh bien, il faut du temps, il faut des rappels, il faut de la répétition. Et c'est en ça que je trouve que le fait que vous interveniez à échéance régulière et en plus avec des évaluations de la part des personnes chez qui vous intervenez, qui vous disent ça marche, ça marche pas, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bah, tu as tout à fait raison. Effectivement, ça, les compétences psychosociales, ce sont des apprentissages comme tous les autres. Et on n'a pas appris à marcher en une seule fois. Donc, on n'apprend pas à exprimer nos émotions en une seule fois. Donc, c'est important de s'entraîner à le faire et d'être dans la répétition, effectivement. Donc, ben, pour les enfants, quand on a des adultes autour de nous qui nous rappellent un petit peu les choses, tiens, rappelle-toi, comment tu te sens là à l'intérieur, comment c'est, et puis qui nomment un petit peu les choses. Nomme-moi ton émotion, quelle couleur elle a, quelle forme, quelle texture, voilà, et cetera, bah, ça aide effectivement les enfants à avoir ce réflexe-là et avoir des connexions neuronales beaucoup plus solides qui font qu'ensuite ça va devenir un automatisme dans leur quotidien. Et puis ce que tu n'as Donc pas oui, dit, mais effectivement, que j'y allais pendant 2 ans. voilà, ça mérite d'y aller pendant 2 ans. Et puis, je voulais aussi insister sur un autre aspect de l'association, parce que je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les associations, et je trouve que c'est vraiment un plus pour la vôtre, c'est qu'il y a vraiment une dimension thérapeutique, puisqu'il y a beaucoup de personnes du monde médical qui sont impliquées dans l'association. Vous travaillez d'ailleurs en partenariat avec des thérapeutes, et puis vous avez vraiment comment dire, à la fois cette action de prévention et de sensibilisation, d'information, mais il y a aussi tout un travail d'aide vraiment concrète qui se fait au niveau psychologique auprès des enfants, des familles, ou peut-être même quelquefois des enseignants. Je ne sais pas si vous recevez aussi les enseignants. Ça arrive effectivement. Bah, c'est-à-dire que, oui, sur le point des enseignants, on se dit que nous, on vient pour travailler sur le bien-être des enfants. Mais si les enseignants eux-mêmes ne sont pas dans un bien-être professionnel suffisant, ils vont avoir du mal à prendre en compte les besoins des enfants ou à repérer les situations un petit peu difficiles de harcèlement, par exemple, pour leurs élèves. Donc, par ce biais-là aussi, par cette formation-là où on est là pour les enfants, en fait, on est là carrément aussi pour eux. Et puis sur les retours de pratique ou sur les analyses de pratique aussi, c'est des temps pour eux pour pouvoir se poser et parler un petit peu des difficultés ou des souffrances carrément qu'ils peuvent vivre parfois.
Donc ça, c'est vraiment important pour nous, effectivement, de prendre en compte le bien-être des équipes que l'on forme ou des parents aussi, c'est pareil, hein. Un parent qui ne va pas très bien, ça va être plus difficile pour lui de voir que son enfant lui-même ne va pas très bien. Donc, voilà, on essaie d'être dans ce bien-être-là et on va travailler aussi avec les enfants qui sont victimes ou auteurs de violences scolaires ou harcèlement. Donc là, plus en suivi effectivement thérapeutique, puisque moi-même, je suis psychologue. Donc là, on travaille avec eux, avec différents outils ou différentes théories. Donc, on a toute l'approche de l'école de Palo Alto. Donc là, vous avez des auteurs aussi français qui ont bien écrit sur ça, Marie Cartier, Emmanuel Piquet. Voilà, j'ai reçu Emmanuel Piquet il y a quelques mois, je crois maintenant, donc les gens la connaissent et Voilà. elle avait parlé de l'école de Palo Alto. Effectivement, qui peuvent vraiment aider. Et on s'aide aussi de tout ce qui est approche suite à des traumas, parce que le harcèlement, c'est quand même un traumatisme qui est vécu par la personne. Donc, comment on va travailler ça? On a des outils aussi qui travaillent beaucoup sur l'émotionnel et les émotions. Donc, par exemple, avec une technique qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique. Donc voilà, donc on a différents outils comme ça. On est aussi sur des thérapies brèves orientées solutions, différents outils en fonction des enfants, des adolescents, de leurs besoins, de leurs demandes. Et puis parfois, on va travailler qu'avec l'adolescent. Parfois, on a besoin de travailler avec la famille aussi parce que c'est une souffrance qui se partage, qui se vit au sein de la famille. Voilà. Donc, ça veut dire que dans l'association, vous avez des locaux qui sont vraiment comme un cabinet de thérapeutes qui sont réservés spécifiquement à l'accompagnement et aux séances d'aide aux particuliers ou aux familles. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est nous qui nous déplaçons la majorité du temps sur site, donc dans les écoles, les collèges, les centres sociaux, enfin tous les endroits où on peut voir les enfants, les jeunes. Mais nos locaux servent effectivement à recevoir les personnes victimes ou auteurs qui viennent sur les entretiens psychologiques. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas à Marseille, puisque vous êtes basé à Marseille, il y a quand même plein de choses qui sont accessibles. D'abord sur le site de l'association, vous verrez, il y a un site très bien construit avec beaucoup de détails sur la façon dont il procède. Donc, vous pouvez vous inspirer pour mettre en place vos propres actions. Il y a aussi toute une partie qui est réservée à la bibliographie, où on vous conseille des albums classés par tranche d'âge, enfin des albums, des outils, des livres classés par tranche d'âge ou des vidéos que vous pouvez utiliser justement pour faire cette éducation au vivre ensemble. Et puis, il y a, je crois, un projet de vidéo, c'est ça? C'est ce que tu m'expliquais? Oui. Oui, c'est vrai que la crise sanitaire nous a poussé un petit peu à revoir un peu nos transmissions d'outils. Donc, on est en train de voir comment on peut transmettre certains outils très visuels pour les professionnels, les parents, les familles, les enfants même qui iraient consulter le site et qui auraient besoin d'un peu d'outils. Voilà. Ça, c'est en projet. On espère réussir à le faire bientôt. Alors, en attendant que ce soit réalisé, vous allez avoir la chance d'avoir en exclu une démo par Ganaëlle d'un outil qu'elle m'a expliqué et que j'ai trouvé vraiment génial, qui s'appelle la poubelle magique. Et en attendant que les vidéos soient tournées, eh ben, vous aurez déjà accès à la poubelle magique dans cette vidéo. Elle va vous expliquer en quoi ça consiste. Et j'ai aussi trouvé intéressant qu'elle vous le montre parce que justement, c'est un outil très facile qui ne demande aucun matériel, qui ne demande même pas une formation particulière et que vous pouvez très bien pratiquer chez vous avec vos enfants, si vous êtes une maman, si vous êtes une nounou, si vous avez des enfants, je ne sais pas, dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà, elle va vous le montrer. Je trouve ça vraiment facile et en même temps, c'est beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît. À toi, Gwenaëlle, fais-nous la poubelle magique, s'il te plaît. Alors, la poubelle magique, à quel moment on va s'en servir? C'est un outil pour nous aider à gérer les moqueries, les insultes, les regards de travers, en tout cas qu'on interprète comme ça, toutes les choses qui peuvent nous blesser. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, justement, ces choses blessantes-là, est-ce qu'on a envie de les garder ou est-ce qu'on a plutôt envie de les jeter? Donc, c'est plutôt des choses qu'on a envie de jeter. Donc, on va avoir notre poubelle magique sur nous. Donc, je vous montre, ma poubelle magique, elle est là. Ça, c'est la mienne. Et je me promène toujours avec ma poubelle magique. Quand on me dit quelque chose de désagréable, de blessant, voilà, donc quelque chose qui me touche, je m'imagine que c'est quelque chose de pas joli qui sort de la bouche de la personne. J'attrape cette chose pas jolie et je la mets dans ma poubelle. Je referme. Ça me permet d'avoir un temps de pause où j'arrive à me recentrer sur moi. Et la méchanceté, du coup, ne me touche pas puisqu'elle est dans ma poubelle. Et je suis plus calme pour répondre et m'affirmer de façon non violente. Donc là, je vais pouvoir dire soit « ça ne m'intéresse pas ce que tu racontes » ou « maintenant, ça suffit, tu arrêtes de me parler comme ça. Je refuse que tu me parles comme ça. »
Et chaque enfant va choisir son outil en fonction de sa sensibilité, en fonction de qui il est et en fonction peut-être aussi de la situation. Parfois, peut-être qu'on va pouvoir juste ignorer et parfois, peut-être qu'il va falloir montrer que maintenant, ça suffit, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Ce qui est très, très important aussi au moment de la poubelle magique, c'est la posture et la façon que je vais avoir de répondre à la personne qui est en face de moi. Donc là, on peut faire travailler les enfants sur la posture. Imaginez que je fasse ma poubelle magique comme ça. Je mets dans ma poubelle magique et je dis ça ne m'intéresse pas ce que tu dis, c'est même pas sympa, je m'en moque. Bon, ben là, la personne en face, elle n'aura pas trop tendance à me croire et elle risque de continuer à me dire des méchancetés. Si par contre, je suis dans une posture beaucoup plus combative et que je m'en moque de ce que tu me racontes, qu'est-ce que tu as, je m'en moque complètement. Bon, ben, si la personne en face de moi a envie de se bagarrer un petit peu, je vais un peu lui donner ce qu'il veut, on risque d'être dans l'escalade de la violence et ça risque de dégénérer. Donc vraiment, l'idée, c'est de montrer comment on est sûr de soi. Donc, en ayant les épaules droites, en regardant devant soi, on peut mettre les mains pour montrer aussi qu'il y a une distance de sécurité. Mais voilà, on se sent bien. Notre voix est ni trop forte, ni trop basse. Je regarde la personne dans les yeux, je mets dans ma poubelle et je peux répondre ou ne rien répondre. Certains enfants choisissent aussi de ne rien répondre et partir parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quand je pars, je suis sûre de moi. Et l'idée vraiment aussi, voilà, c'est de faire comprendre aux enfants que même si j'ignore, ça ne veut pas dire que je subis. Ignorer, c'est vraiment faire le choix de ne pas répondre à la personne parce que ça ne m'intéresse pas ce qu'elle me raconte, donc je m'en moque complètement. Je mets dans ma poubelle et je passe à autre chose. Merci. Ce que tu as oublié d'ajouter, c'est qu'en plus, la poubelle est autorecyclante, c'est-à-dire que tout ce qu'on met dedans est broyé. Enfin, on n'a plus besoin de s'en occuper. C'est pas comme avec les poubelles physiques qu'on est obligé de descendre et d'attendre que le camion ordure passe. Là, ça se détruit, ça s'autodétruit une fois que c'est dans la poubelle. Voilà. C'est ça. Alors, les enfants, parfois, vont nous dire, bon, ben, j'ai réussi à mettre dans ma poubelle, mais je me sens quand même toujours un petit peu chagrinée ou c'était vraiment difficile de prendre cette méchanceté là sur moi. Donc, on va dire, ben, oui, bien sûr, parfois, on fait notre poubelle et puis quand même, on est encore un petit peu mal avec ça. Ben, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on en parle, on l'écrit. Parfois, de l'écrire réellement sur un bout de papier, de le jeter dans la vraie poubelle, ça aide aussi à évacuer plus symboliquement aussi. Voilà, on revient sur ça. Peut-être qu'on peut dire à maman, à papa ou à notre enseignant, bon, ben, j'ai fait ma poubelle magique, mais quand même, c'était vraiment pas sympa ce qu'on m'a dit, ça m'a fait de la peine. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, il ne faut pas que ce soit un outil voilà, surtout ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que ma poubelle magique, elle m'aide à moi ne pas prendre les choses sur moi, me dire voilà, ça m'intéresse pas, je ne prends pas sur moi. Mais ça ne doit pas être un outil de renfermement, ok, je mets tout ça vite sous ma poubelle, je le dis à personne et puis je suis mal avec moi-même et seule. Non, pas du tout. Hein. C'est un outil qu'on utilise quand on se sent. Dans certaines circonstances, oui, parfois ce sera plus difficile que d'autres à faire. Mais quand ça ne va pas et que ça nous trotte en tête, on en parle. C'est vraiment très, très important d'en parler. Non, tu as raison, c'est vraiment une nuance importante de comprendre qu'on n'est pas dans le subir, hein, comme tu l'as dit, où je me débarrasse de ce qui me gêne, mais en même temps, ça me gêne toujours, mais plutôt dans l'idée de désamorcer l'engrenage de la violence, comme tu disais, soit en montrant justement qu'on subit et qu'on est prêt à subir encore, soit en surréagissant à la violence qui va générer encore plus de violence. Là, on est vraiment dans l'idée de, comme tu disais, de rester dans la maîtrise émotionnelle, ce qui fait que dans beaucoup de cas, ça désamorce déjà le mécanisme, puisqu'en fait, ce que l'agresseur espère, c'est de nous faire réagir, de prendre le pouvoir sur nous, et qu'à partir du moment où on ne réagit pas, il ne va pas avoir le plaisir qu'il espère, et il y a de grandes chances qu'il va aller embêter quelqu'un d'autre ou carrément arrêter. C'est ce qui est très bien expliqué dans une vidéo que j'ai vue d'ailleurs dans votre bibliographie, enfin, dans la page des ressources sur votre site, qui est la vidéo des accords Toltec expliqués aux enfants avec l'image du chevalier. Hein, alors vous, c'est la poubelle magique, là, c'est l'image du bouclier. J'ai un bouclier et l'autre me balance des choses méchantes. Je lève mon bouclier et je ne laisse pas ces choses m'atteindre. Donc, il y a bien cette idée, comment dire, cette idée de la juste posture, du juste équilibre entre laisser faire, encaisser, ce qu'on appellerait encaisser, et au contraire, rendre le coup, ce qui va probablement générer d'autres violences et non seulement pas désamorcer le processus, mais le faire empirer. Alors ça, c'est un outil qui est vraiment adapté avec des enfants, hein, de petits ou grands. Avec les ados, est-ce que vous avez d'autres approches, d'autres stratégies qui sont peut-être d'un autre ordre? Comment vous y prenez, par exemple, quand vous intervenez en collège? J'imagine que la poubelle magique, ça ne marche pas forcément avec les collégiens. Non, ça ne marche plus, mais ça nous arrive quand même de l'évoquer en leur disant, bon, maintenant, vous êtes grands, hein, on sait très bien que vous, ce n'est pas la poubelle magique, mais juste pour qu'ils comprennent l'idée, en fait, que voilà, je ne suis pas obligée, je peux à un moment donné
me dire que je n'accepte pas ce qui est dit ou je ne le prends pas pour moi. Mais on sait que ce n'est pas facile hein, parce que souvent, la personne nous dit des choses qui vont nous toucher. Hein. Mais voilà, j'ai le choix aussi de considérer que ça ne m'intéresse pas et que je ne le prends pas pour moi, que je ne crois pas ce qu'on me dit et que je garde mon énergie plutôt pour moi pour faire autre chose. Donc, avec les adolescents, on va leur demander déjà, eux, comment est-ce qu'ils pourraient réagir de façon non violente. On va même, avant ça, commencer à réfléchir avec eux sur comment vous répondez face à une insulte, par exemple. Ça, c'est la question typique. Comment vous répondez? Donc, il y a ceux qui vont dire très honnêtement, moi, je réinsulte. Et puis ceux qui vont dire, moi aussi, j'ignore, mais parfois, ça ne marche pas toujours bien. Et puis, on voit ensemble, quand on réinsulte, qu'est-ce qui se passe? Et quand même, le plus souvent, la tendance, c'est que la violence va surenchérir. Donc, on réfléchit avec eux. Ils nous proposent des solutions non violentes qu'ils pourraient mettre en place. Et ensuite, on choisit celle qui leur convient le mieux et on travaille vraiment sur la posture. Et parfois, ça arrive qu'ils nous disent non, mais moi, je vais quand même continuer à réinsulter parce que c'est une méthode qui fonctionne bien pour moi et il faut accepter ça aussi et se dire que chacun a ses outils. Mais dans l'idée, c'est de montrer que tu n'es pas obligé d'utiliser la violence pour te faire respecter et il y a plein d'autres choses à faire et ça passe surtout par la confiance que tu as en toi, l'estime de toi et ce que tu donnes à voir de toi. Et si tu montres que tu es confiant et que ça ne t'intéresse pas, les gens auront moins tendance à venir t'embêter parce que finalement, ils voient qu'il n'y a pas de prise et puis voilà, ils passent leur chemin. Non, je pense que tu as raison, c'est vraiment important de rappeler ça, qu'effectivement, il y a des jeunes qui n'accepteront pas les solutions qu'on leur propose et c'est OK. Et je trouve que ce qui est vraiment important, en particulier avec les ados, c'est de ne pas arriver avec un langage moralisateur, hein, du style oh, la violence, c'est mal. Alors oui, c'est vrai, il faut expliquer ça, mais souvent, c'est maladroit d'aborder les ados avec cette approche-là parce qu'en fait, ils ont l'impression justement que c'est un peu l'adulte qui comprend rien à leur monde d'ado, qui vient leur faire la morale, ça les saoule et du coup, il y a un risque qu'ils rejettent en fait les solutions qui leur sont proposées. Alors que si déjà ils se sentent autorisés à dire non, ça pour moi c'est pas ok, j'ai envie de continuer à insulter. Bon, voilà, ça s'est posé. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préparant l'émission, il ne faut pas oublier que souvent, la violence, c'est une réponse maladroite, malhabile, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Voilà, on est pris de court parce qu'on ne sait pas réagir, parce qu'on est débordé par ses propres émotions. Et rien que le fait, comme tu disais, de montrer qu'il y a d'autres solutions qui existent, que ce soit la poubelle magique, que ce soit les solutions qui auront été données par les pairs dans la classe, quelque part, je pense que ça va quand même faire son chemin dans la tête de celui qui dit « moi, je vais continuer à insulter quand même ». Peut-être qu'il va continuer à insulter quand même, mais il saura qu'il y a d'autres façons de faire qui existent et qu'il peut utiliser le jour où il sera prêt. Peut-être qu'il ne sera jamais prêt, mais après, ça, c'est plus de notre ressort. Mais en tout cas, déjà, rien que de dire « ça existe, c'est possible, on peut le pratiquer, ça marche et tu as le droit, toi aussi, de t'en servir », je trouve que c'est vraiment important. Et puis, tu me disais aussi que dans les collèges, alors je ne sais pas si c'est que dans les collèges ou aussi en primaire, vous travaillez beaucoup avec le jeu de rôle. Et je trouve que le jeu de rôle, c'est aussi quelque chose qui est utile pour ça, c'est qu'on se met à la place de l'autre, on entre dans la position et le ressenti de l'autre. Et c'est un excellent exercice pour comprendre justement ce qui se passe pour l'autre. Quand moi, je trouve ça très rigolo de lui balancer la même insulte et de voir que ça le fait pleurer tous les jours. Et puis, ah, tiens, là, tout d'un coup, je me retrouve à sa place. Et qu'est-ce que ça me fait? Alors, peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ça fonctionne, ces formations par le jeu de rôle. Alors, on prend le jeu de rôle, donc en général, on apporte, nous, une situation, un scénario. Mais ça peut être aussi des situations, des scénarios qui viennent de la part des jeunes, mais je dirais plutôt sur d'autres séances, quand on se connaît un petit peu mieux. Donc, dans un premier temps, on va leur apporter un scénario où il y aura toujours une personne victime, une personne auteur et une personne témoin. Donc, vraiment avec l'idée que dans le harcèlement, on a ces trois personnes-là, ces trois acteurs-là qui sont présents pour qu'il y ait harcèlement. Et ensuite, donc pour choisir qui joue qui, on essaye par contre, on évite de mettre l'auteur de harcèlement connu de la classe en victime quand même, parce que c'est trop décalé par rapport à sa situation. Donc en général, il va être dans des défenses et ne va pas se mettre à la place de la victime, parce qu'il va dire, attendez, moi, jamais on me ferait ça, donc je ne peux pas m'imaginer à la place de la victime, donc on va plutôt le mettre en témoin. Et l'élève qui est victime, pareil, on va plutôt le mettre en témoin ou en auteur. Et des fois, ça leur fait du bien aussi d'être en place d'auteur, mais ça va dépendre des enfants, parce que certains vont dire ah, moi, je suis tellement renfermée, tellement timide, jamais je pourrais insulter l'autre, même si c'est dans un jeu de rôle. Alors que la place du témoin, elle est un petit peu entre deux. Je peux intervenir, je peux aider, je peux m'affirmer aussi, mais je ne suis pas directement soit la victime, soit l'auteur. Et donc, l'idée, c'est de leur faire jouer la scène un peu comme un théâtre forum aussi, c'est une autre technique où on joue une scène qui se termine mal.
Donc, en général, c'est plutôt voilà, une situation de harcèlement qui se termine mal. Et ensuite, on interagit aussi avec le public. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez compris de la situation? On demande toujours aux acteurs aussi comment ils se sont sentis. Donc, que je sois cible, auteur ou témoin, comment je me suis sentie dans la situation. Même si c'est un jeu de rôle, ben, on a quand même des émotions qui émergent. Et ensuite, on réfléchit aux solutions. On dit, bon, voilà, cette situation, on ne peut pas la laisser comme ça. Quelle solution on peut mettre en place? Donc, quelle solution on peut mettre en place pour la cible, pour le témoin et dans un premier temps, comme dans le théâtre forum, on ne fait pas encore changer l'auteur, parce que si l'auteur change, le problème n'existe plus. Donc, on va plutôt voir comment les interventions des cibles ou des témoins peuvent faire évoluer l'auteur et comment il va pouvoir changer. Et c'est vraiment super intéressant, d'autant plus pour les élèves qui vont vous dire ah bah, moi je ferai ça, c'est sûr, je répondrai ci, ça, et puis on ne m'embêterait pas. Bah, quand ils le font, ils disent ah ouais, c'est pas si facile en fait de répondre, c'est pas si évident. Et puis pour ceux qui auraient tendance plutôt à dire on peut rien faire, c'est pas possible, moi je suis témoin, je suis trop mal parce que j'ai peur d'être moi-même victime, je peux rien dire, je peux rien faire. Ah ben non, finalement, il y a des solutions aussi pour moi. Prévenir les adultes, dire stop, m'affirmer, aller auprès de la victime pour lui dire écoute, ce que tu vis, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose, tu peux pas subir ça comme ça, je sais qu'il se passe quelque chose pour toi. Voilà. Et on va travailler tout ça avec les enfants et les ados en jouant la scène plusieurs fois. À chaque solution, on joue la scène ou on joue plusieurs solutions dans la même scène, mais voilà, on joue comme ça. Et puis aussi avec possibilité de changer les acteurs. Donc, par exemple, un élève qui est spectateur dit ah tiens, moi j'aimerais bien tenter cette solution-là. Allez, viens remplacer la victime. Qu'est-ce que tu tenterais? À quel moment? Etc. etc. Voilà, on allie un petit peu ces deux théories-là. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça permet à chacun de prendre sa place avec la stratégie qui est la meilleure pour lui. Comme tu dis, je trouve que c'est important de ne pas obliger le harceleur à jouer le harcelé ou inversement parce que ça serait trop brutal et peut-être même maladroit d'un point de vue thérapeutique. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de l'aborder de cette façon-là. Et alors, puisque l'association existe maintenant depuis 12 ans, je pense que vous commencez à avoir du recul par rapport à toutes les actions que vous avez menées dans les différentes écoles et collèges de la région. Alors, qu'est-ce qu'on vous renvoie justement? Est-ce qu'au niveau puisque tu me disais qu'en plus, il y a une évaluation qui se fait sur vos actions, justement, est-ce que les écoles sont satisfaites? Est-ce qu'elles pointent encore du doigt des besoins? Est-ce qu'il y a eu dans les faits des changements concrets de comportement dans les cours de récréation et pas seulement à la récréation d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on vous renvoie en fait sur toutes ces actions qui ont été menées? Je peux te donner les 2 derniers retours qu'on a eus là récemment dans une école. Donc c'est une école que je suis depuis 2 ans, et il y a 1 mois et demi, il s'est passé un événement assez traumatisant, au sein de l'école, donc qui a beaucoup affecté et les élèves et les enseignants. Et donc les MAS, donc la cellule, oui, les cellules psychologiques, en fait, quand il y a des traumas, voilà, ce genre de choses, sont intervenues sur l'école. Et ils ont fait le retour aux enseignants en leur disant on a été impressionnés par la capacité des élèves à exprimer leurs émotions, leurs ressentis dans cette situation traumatique qu'ils viennent de vivre. Ils ont dit c'est rare voilà, que tous les élèves du CP au CM2 arrivent autant à exprimer ça. Et ben, c'était le résultat du travail qui est fait avec l'école depuis 2 ans et des enseignants qui ont vraiment investi le programme, qui l'ont mis en place. Et, voilà. Et donc ça, c'était bien d'avoir ce retour-là parce qu'on s'est dit, ben voilà, là, il y a une situation qui est vraiment difficile à vivre pour eux. Ils ont su trouver les ressources pour pouvoir être résilients hein, et surmonter cette épreuve-là. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et 15 jours après, je crois, dans cette moyenne-là, une intervenante de collège a appelé la directrice de l'école aussi pour lui dire je fais des interventions théâtre auprès des 6e et tous les élèves qui viennent de votre école sont super forts sur l'expression des émotions, des sentiments. Et voilà, donc de nouveau sur ce travail-là des émotions, c'était un retour aussi très, très positif du travail qui avait été effectué avec les élèves. Et là, que pendant 1 an, parce qu'ils étaient en CM2 quand on a commencé et ils sont rentrés en 6e ensuite. Oui, Voilà. c'est vraiment positif parce que ça montre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que le fait qu'il y ait un travail suivi, approfondi sur du long terme, voilà, c'est le mot que je cherchais, permet vraiment qu'il y ait des choses qui se mettent profondément en place, qui restent acquises et que ça ne soit pas, comme on le disait, juste une espèce d'action de survol qui va marquer les esprits le jour où elle a lieu et puis après être oubliée et ne rien induire en matière de changement des comportements. Et puis tu me disais qu'il y a ça aussi côté enseignant, puisque là tu as surtout parlé du côté élève, mais qu'il y a des enseignants qui mutent, au sens qui ont des mutations, qui partent dans d'autres écoles et qui demandent justement à leur nouvelle école de vous refaire intervenir parce qu'ils sont très satisfaits de tout ce qu'ils ont appris avec
avec vous et qui voudraient que le projet puisse se remettre en place dans la nouvelle école où ils viennent d'arriver. Donc, ça vous fait aussi je disais, c'est un peu comme des graines. Hein. Vous avez au départ un champ sur lequel vous travaillez, puis après, les graines s'envolent et vont polliniser. Enfin, ce n'est pas les graines qui pollinisent. S'il y a des profs de bio qui m'écoutent, ils vont me dire c'est nul, Sylvie, ton explication. Mais vous avez compris l'idée. Les graines vont dans d'autres vont dans d'autres milieux. Et puis, du coup, ça vous permet aussi après de toucher d'autres écoles, d'autres enseignants, justement parce que la demande vient des enseignants et des élèves qui ont trouvé votre action probante et qui l'appliquent au quotidien. J'ai envie de dire que c'est ça la meilleure gratification, c'est de voir qu'il y a du résultat et que les gens continuent à pratiquer même quand ils partent et que ça leur est utile, quoi. Oui, après le retour des enseignants, effectivement aussi, c'est qu'ils se rendent compte que sur la classe, déjà, il y a une meilleure cohésion qui se crée entre les élèves et qui font vraiment groupe classe, qui sont ensemble, qui sont plus attentifs, beaucoup plus dans l'empathie des uns des autres. Un effet cours de récréation aussi, quand même, un petit peu, que l'on perd sur le temps cantine. Bon, voilà, c'est un temps qui est plus long, il n'y a pas le même nombre d'adultes encadrants par enfant. Voilà, c'est des temps qui sont un peu plus compliqués quand même, on le sait, mais quand même un effet positif sur la cour de récréation. Et puis les enseignants aiment ces temps-là aussi où ils voient leurs élèves différemment. Donc, c'est des moments où certains élèves qui peuvent être en difficulté scolaire vont se révéler parce que là, on parle d'eux, ce n'est pas sur des connaissances précises, c'est des connaissances d'eux-mêmes. Donc, ils arrivent à s'exprimer, à débattre, à échanger, à exprimer une opinion, et ça, les enseignants adorent les voir dans ces moments-là aussi. D'autres élèves qui paraissaient peut-être plus turbulents, qui arrivent à écouter, à attendre pour prendre leur tour de parole. Voilà, donc c'est vraiment des effets même parfois qu'on ne s'attendait pas, voilà, sur différents domaines. Et puis les enseignants disent aussi voir des effets entre eux dans l'équipe, où il y a une communication parfois qui est plus fluide, plus bienveillante, plus respectueuse, dans des moments où il pourrait y avoir des conflits, où ce serait un peu plus difficile. Mais là, voilà, en utilisant les outils que les élèves vont utiliser aussi, ils arrivent aussi à gérer leurs conflits, à avoir une meilleure cohésion aussi entre eux. Et c'est vraiment chouette. Et un autre petit exemple aussi que je peux te donner, donc dans une classe met en place un outil qu'on appelle l'ami mystère. Donc, je pioche un prénom et pendant une semaine, je dois faire des choses gentilles envers la personne que j'ai piochée, mais sans que cette personne s'en rende compte. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire des choses gentilles à tout le monde pour pas qu'on comprenne que c'est moi. Et donc, la classe fait ça et puis des super retours au bout d'une semaine. Et puis, donc, il y a le petit challenge de deviner qui était son ami mystère, etc., etc. Et donc, un élève fait cet exercice-là dans sa classe, raconte ça à son frère à la maison le soir. Et le frère, le lendemain, va voir l'autre enseignante en lui disant, donc qui était dans une autre classe, en lui disant « Maîtresse, on peut faire l'ami mystère, nous aussi. Dans la classe de mon frère, ils l'ont fait, c'est trop génial. Est-ce qu'on peut le faire, nous aussi ?» Voilà, donc c'est des retours où vraiment on voit que les enfants, ils sont partie prenante de travailler sur ces compétences psychosociales-là, de vivre ensemble. Voilà, ils ont juste besoin des outils parfois pour pouvoir le faire, mais c'est quelque chose qui leur plaît aussi et qui leur tient à cœur. Et puis moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, puisque là, tu parles de la cantine. C'est que je trouve vraiment génial de penser à impliquer, quand c'est possible, le personnel de la cantine, parce que c'est vrai que souvent, au niveau des établissements, il y a un vrai travail qui est fait autour du respect, etc., au sein de la classe et envers l'enseignant. Et souvent, ceux qui sont un peu les oubliés du programme, ce sont toutes les personnes de la cantine, les responsables de l'entretien, le concierge, toutes ces personnes essentielles, j'ai envie de dire, hein, extrêmement utiles à la vie d'un établissement et qui sont... qui souvent continuent, eux, à se prendre des brimades, à nettoyer les dégradations. Et je trouve ça vraiment beau que vous les impliquiez dans cette action parce que voilà, ils méritent autant le respect qu'un enseignant, même s'ils n'ont pas le même diplôme. Et je trouve que c'est important d'inculquer aux enfants et aux adultes d'ailleurs que le respect, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement vers ceux qui ont les diplômes et l'autorité. Tout à fait, je suis d'accord avec toi sur ça. Et puisqu'on tourne cette vidéo en période de début des confinements, on va dire, j'avais envie de te demander comment ça s'est passé justement depuis mars 2020. Évidemment, vous ne pouviez plus intervenir dans les structures scolaires, dans les collectivités. Pourtant, on sait que le harcèlement, et en particulier le cyberharcèlement, il ne s'arrête pas quand il n'y a pas école, il continue pendant les vacances, il a probablement continué pendant le confinement. Alors, comment vous avez réussi à mettre des choses en place pendant le confinement? Tu as parlé de ce projet de vidéo. J'imagine que vous avez continué à recevoir des témoignages de gens qui étaient en difficulté
et qui continuaient à vivre du harcèlement ou de la violence scolaire pendant le confinement. Alors, est-ce qu'il y a eu des propositions de votre part? Alors, on a continué tous les suivis individuels qu'on avait mis en place en visio pour effectivement pas laisser les jeunes à ce moment-là, qui était assez compliqué pour eux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Et après, on s'est demandé justement comment on peut toucher le plus d'enfants possible, comme quand on allait dans les écoles. Donc, on a transmis aux enseignants des outils à remettre aux familles, alors soit par mail, par voilà, des liens sur des vidéos, des choses comme ça, ou quand les familles venaient aussi récupérer le travail scolaire sur l'école, donc des choses papier. Donc, on a essayé voilà, de rester en lien avec les équipes, avec les parents par ce biais-là, et surtout avec nos suivis en continuant à les voir en visio. Parfait. Et puis alors, tu me disais que même là, justement, pour les vacances d'été, vous continuez à avoir des projets et des interventions. Peut-être tu peux en dire un petit mot si parmi les auditeurs, il y en a qui sont sur le secteur de Marseille. Alors, donc, on a du travail à faire auprès des enfants sur les centres sociaux. Donc, ils sont là en ce moment. Enfin, pas encore d'ailleurs, parce que l'école n'est pas encore officiellement terminée. Mais on peut voir les enfants l'été voilà, dans ces lieux-là. Et on a aussi, alors c'est vrai, une petite action dont je ne t'ai pas parlé, mais on intervient sur l'établissement pénitentiaire pour mineurs. Donc, comme quoi les compétences psychosociales, hein, bah, c'est important à tout moment de notre vie, et même quand on a vécu un parcours un peu de délinquance, bah, comment justement on peut retravailler ça avec eux, travailler surtout la question de l'empathie, la restauration, etc., etc. Donc, on a ce travail-là aussi à faire dans l'été. Et nos Donc, suivis, bien sûr, qui continuent. donc là, quand vous travaillez au centre pénitentiaire, ce sont avec les mêmes outils ou il y a des outils spécifiques pour ces jeunes-là? Ça dépend des outils. Des outils qui sont exactement les mêmes et d'autres qui sont un peu plus spécifiques à cette population-là. D'accord. Et pour la rentrée, des projets? Des projets, oui, bah, beaucoup de nouvelles écoles pour la rentrée, parce que là, on était dans une vague où, en fait, voilà, on a fini les 2 ans dans pratiquement toutes les écoles que l'on suit. Donc, revoir les écoles en année 3 pour les relancer et puis leur permettre voilà, de continuer à voguer leur chemin sans nous, en autonomie, et toutes les nouvelles écoles qui vont rentrer dans le programme pour la rentrée. Plus les collèges, les centres sociaux, les foyers d'accueil d'enfants, voilà, tous les autres domaines sur lesquels aussi on peut rencontrer du public, avec toujours cette même idée de développer les compétences psychosociales. Et alors, Et pour ceux qui ne seraient pas sur votre secteur géographique, est-ce que vous connaissez d'autres associations? J'imagine qu'il n'y a pas d'antenne de l'association ailleurs qu'à Marseille, mais est-ce que peut-être vous avez des partenariats avec d'autres associations qui travaillent avec le même esprit et dans le même sens que vous? alors oui, bien sûr, mais marseillais surtout. Donc, je peux te donner des noms, mais voilà, qui restent dans notre coin. Ensuite, par contre, non, au niveau de Paris, on travaille avec une association qui s'appelle Play International, qui est une association qui fait de la pédagogie. Donc, en fait, c'est aussi du développement de compétences psychosociales à travers des activités sportives qui sont en fait une excuse pour pouvoir se travailler plein d'autres thèmes de citoyenneté, etc., etc. Et eux sont basés sur Paris et se déplacent dans toute la France. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai aimé Donc, aussi intéressant. quand j'ai découvert votre site, c'est qu'il y a vraiment une grande variété d'approches et d'outils. Il y a des outils qui font appel aux émotions, il y a des outils qui font appel au corps, il y a des outils qui sont plus d'ordre artistique. Enfin, voilà, il y a vraiment une large gamme de propositions, ce qui permet, comme tu le disais, de toucher des élèves ou des adultes avec des profils différents. On sait qu'on n'a pas tous le même type d'intelligence et du coup, on ne raisonne pas forcément de la même façon aux mêmes outils. Il y a des gens qui vont être très à l'aise pour exprimer avec le corps, d'autres, ça va être plus avec le son, d'autres, ça va être plus, je ne sais pas, avec la couleur. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir comme ça une large gamme, une large palette. Et puis, alors pour ceux qui, comme je le disais, n'auraient pas la chance d'être sur le secteur de Marseille, pour autant, encore une fois, je vous invite vraiment à aller vous puiser dans les ressources du site. Déjà, vous inspirer de tout ce qu'ils proposent dans cette vidéo, et puis vous verrez encore plus d'informations détaillées sur le site, sur tout ce qui est proposé par l'association. Si ça vous donne envie de mettre en place dans votre école ou dans votre commune des actions du même style, n'hésitez pas à contacter l'association si vous avez besoin de conseils ou d'informations. Et puis, comme je le disais, il y a cette page, comment elle s'appelle? Ressources, je ne sais plus comment elle s'appelle, la page du site. Tu me disais que vous alliez la refaire, où il y a les livres et les vidéos. Biblio-ressources, non?
Oui, je ne sais plus. Enfin Ouais, voilà, vidéo. vous trouverez facilement parce que le site est très bien conçu. Il est très clair, il n'y a pas des masses d'onglets, il y a des couleurs. Donc on s'y retrouve vraiment facilement. Et sur cette page, il y a vraiment déjà beaucoup de livres, de vidéos, de choses utiles que vous pouvez utiliser, que vous soyez un parent, un professionnel de l'éducation, un thérapeute. Je pense aussi sur ma chaîne, il y a beaucoup de gens qui sont thérapeutes, qui sont orthophonistes, psychologues, qui reçoivent des enfants justement en souffrance pour les aider. Et comme on l'a vu avec l'exemple de la poubelle magique, ce sont vraiment des outils simples, accessibles à tout le monde, que vous pouvez utiliser chez vous, qui ne demandent pas une formation de 6 mois. Et je pense que plus on sera à utiliser ces outils-là, à expliquer les émotions, à autoriser leur expression, à expliquer qu'il y a une autre façon d'entrer en relation peut-être que la violence, et mieux le monde ira. On voit aujourd'hui combien il en a besoin. Et donc, je remercie Guénaëlle d'être venue nous apporter toutes ces connaissances et ces pratiques au nom de l'association Plus Fort. Et puis peut-être pour finir, Guénaëlle, je voudrais que tu expliques pourquoi l'association s'appelle Plus Fort, parce que comme je te l'expliquais, quand j'ai vu le nom, j'étais un peu étonnée. Je trouvais que ça n'allait pas avec l'esprit de l'association qui était effectivement de favoriser le vivre ensemble. Je me disais, pourquoi ce truc Plus Fort qui, moi, m'évoquait quelque chose de l'ordre de la compétition, de la loi du plus fort, alors qu'en fait, évidemment, ce n'est pas du tout ça le message et l'esprit qui sont visés. Non, l'idée effectivement du nom plus fort, c'est d'être plus fort dans sa tête et d'être plus fort ensemble. Et c'est vraiment pour ça que notre action d'ailleurs s'appelle Plus fort ensemble. C'est-à-dire, bah, c'est ensemble qu'on arrive à avancer et à faire de belles choses. Donc, comment on peut être plus fort tous ensemble? Voilà. Eh Donc, ben merci, c'est un excellent mot de la fin. Donc, je te remercie de nous avoir rendus plus forts. J'espère qu'en ayant regardé cette vidéo, que vous soyez un jeune ou un adulte, vous vous sentirez vous aussi plus fort dans votre tête et plus fort ensemble. Sachez qu'il y a des gens voilà, qui sont là pour vous aider si vous traversez des difficultés. Et puis, encore merci Guénaëlle d'avoir accepté de partager tout ça avec nous à travers cette vidéo. avec grand plaisir. Au revoir.